bonjour et mille excuses pour cette interruption de mon propos. Comme je le disais, il semble que le Brexit a provoqué des ruptures de communication entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe continentale. J'étais parti dans une analyse, si je puis dire, de la sociologie des puissances lumineuses. J'avais parlé des esprits et puis des divinités. Et j'en étais resté à certaines caractéristiques des divinités, en particulier le fait que leur immanence est en partie contrebalancée par leur inscription dans un site précis, parfois dans un objet, un rocher par exemple, ou une statue, et par leur affiliation à un segment du collectif, d'où sont éventuellement issus des spécialistes liturgiques chargés de les célébrer, mais aussi par le champ d'intervention spécialisé qui leur est généralement assigné. Et je dois dire que le coup de génie du monothéisme, c'est d'avoir fusionné tous ces particularismes dans un Dieu polyvalent, détaché de tout lieu et de toute appartenance segmentaire, un principe de totalisation qui rend plus efficace et plus économe l'intégration des disparités. Et l'incarnation des divinités revêt d'autant plus d'importance que bien souvent, l'on attend d'elle des signes de destinée. Il faut donc que l'on puisse percevoir la façon dont elle les manifeste au moyen d'actions physiques. Et donc, à la différence de ce qui se passe avec les esprits, dont les images, parfois très simples, sont réputées avoir une puissance d'agir parce que, dans certaines circonstances, elles paraissent porteuses du même type d'intention que les sujets qui sont réputés les avoir faites, inspirées ou utilisées. L'autonomie dont on va créditer les images des divinités procède de ce que l'on stipule pour elles un rôle social conçu par analogie avec celui que peut remplir un humain. Le meilleur exemple, c'est celui des divinités hindoues, par exemple, que l'on traite comme si c'était des personnes. C'est pourquoi ces images, qui sont des idoles au sens premier, semblent jouir d'une autonomie d'action. Elles peuvent ainsi servir de support à un attachement, à la dévotion, du respect, de la crainte, de l'amour, qui est sans objet dans le cas des esprits. Et elles peuvent aussi fonctionner comme une médiation, comme un truchement, comme un porte-parole ou comme un destinataire de sacrifice. On ne fait pas de sacrifice aux esprits, on en fait aux divinités. Dernière catégorie que j'avais évoquée, ce sont les antécédents. Les antécédents sont littéralement ce à quoi il faut remonter dans le passé pour comprendre et accepter la nature et les conditions de l'ordre présent. Mais par contraste avec les actes créateurs que l'on impute parfois aux divinités, les antécédents ne sont que des sources de propriétés circonscrites à des groupes locaux. Et on en trouve donc deux sortes principales, les ancêtres et les totems. Même s'il s'agit dans les deux cas d'êtres dont des segments sociaux tirent leur identité, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les ancêtres, ce sont des humains situés en génération ascendante, ni vraiment morts, ni vraiment vifs, souvent matérialisés dans des autels domestiques ou des autels lignagés, dont les descendants, proches ou lointains, sont dépendants en toutes choses, des dispositions personnelles, les droits économiques, le statut légal, les prérogatives rituelles. Quant aux totems, en Australie, à tout le moins, on les appelle maintenant les êtres du temps du rêve. Ce sont des prototypes de qualités abstraites, tant physiques que morales, à la forme souvent indéfinissable, d'où sont issues des semences d'individuation à l'origine de l'incorporation des humains et des non-humains qui forment la classe totémique. Maurice Godelier l'a évoqué tout à l'heure à partir d'un cas précis. Et bien qu'elle soit possible, l'incarnation des antécédents dans des images n'est pas indispensable, puisque même invisible ou même réduit à l'état de traces, par exemple les ossements des ancêtres ou les effets de l'action des êtres totémiques sur le paysage, ils continuent à entretenir une relation métonymique avec ceux dont ils déterminent l'existence. Et du reste, ces invisibles sont très concrets, puisque les qualités ontologiques et les privilèges collectifs qu'ils transmettent, infusés dans des corps, infusés dans des objets,
infusés dans des sites assurent la continuité au fil des générations entre un point d'origine et ceux que ce point d'origine irrigue. Alors bien sûr, il existe beaucoup plus d'incarnés, de sortes d'incarnés en tout cas, dans le monde que ceux que je viens d'évoquer, et certains d'entre eux peuvent combiner des caractéristiques appartenant à différentes sortes. Mais les croisements ontologiques sont rares dans l'ensemble car les qualifications des incarnés, comme celles de tout autre type de population, suivent strictement le type de qualité que chaque ontologie exige pour qu'un être vienne à l'existence. Contrairement à toute autre entité, en effet, un incarné au sens large, c'est-à-dire une présence invisible destinée à s'incarner dans un objet ou dans un être, est entièrement défini par le mouvement même de son devenir, visible, audible, tangible, efficace, représentable, aimable, horrible, etc., lequel, ce mouvement même du devenir, confirme son existence intermittente et signale éventuellement qu'un événement religieux est en cours. Et c'est comme ça qu'on peut définir un événement religieux. Donc l'actualisation d'une présence dans un objet physique est le processus de base qui met en évidence différents ensembles d'êtres avec différentes propriétés, lesquels exigent à leur tour différents types de traitements de la part des humains, d'où la diversité, évidemment, des religions. Alors, on pourrait parler ici de hiérophanie, c'est un terme classique, mais la hiérophanie implique que quelque chose d'extérieur est révélé, quelque chose de sacré qui préexiste à sa manifestation et qui s'oppose à tout ce qui est mondain et profane, alors que la figuration d'un incarné, c'est-à-dire son existence même, n'est rien d'autre que l'objectivation, hic et nunc, ad hoc, d'une puissance d'agir qui correspond aux attentes de ceux qui prennent conscience de sa présence, attentes qui sont elles-mêmes façonnées par l'ontologie des choses familières dans le contexte où ces agents apparaissent. Et il me semble que figuration est un bon terme pour désigner cette opération, qui est à mi-chemin entre la saisie d'une forme, qui évoque trop l'idée d'un prototype inaltérable, et la reproduction d'une image qui met trop en avant l'idée de la copie, diminuée et d'évaluer de ce même prototype. Et c'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si les nouveaux temples de la modernité tardive au XXIe siècle sont les musées. L'art et les images devenant une sorte de substitut de ces hiérophanies. Merci et encore une fois, mille excuses d'avoir été, de vous avoir parlé de façon interrompue. Je vais essayer de remettre la vidéo de façon à pouvoir me faire voir. Donc, nous avons 10 minutes, je pense, pour poser des questions, après quoi nous aurons une discussion générale. Alors, peut-être, quelqu'un a-t-il une question à poser à M. Descola? Je ne vois pas de main se lever. Je peux demander quelque chose, madame? Oui, bien sûr. Professeur, comment est-ce que vous faites une hypothèse de l'existence de ce type d'incarnation les primitifs, les premiers êtres humains, 3 millions d'années, 3 millions d'années comme ça, Lucie et notre ami de cette époque. Je ne fais pas d'hypothèse sur les premiers humains. Je me contente de faire des hypothèses sur les matériaux que je peux maîtriser, c'est-à-dire sur la connaissance que les ethnographes ont accumulée, les historiens, au cours des derniers siècles sur des populations contemporaines ou passées, dont on connaît assez bien maintenant les manifestations religieuses, ce qui permet de les organiser, de les classer, de comprendre les types d'êtres qu'ils font advenir, etc.
Alors, il n'est pas impossible que l'on puisse, à partir de ces connaissances contemporaines, de façon analogique, transposer sur un passé lointain des expériences dont on a maintenant la description détaillée. Mais c'est toujours de façon évidemment complètement hypothétique. Et je pense qu'un domaine assez riche de ce point de vue-là, c'est celui des images. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de figuration. Lorsque l'on voit, par exemple, les représentations des totémiques, des figurations des totems en Australie, on s'aperçoit qu'elles ont des caractéristiques qui sont homologues à celles du totémisme australien. Et lorsque l'on utilise ces images pour regarder par comparaison les images des grottes ornées, on s'aperçoit qu'il y a des parallélismes. En particulier, le parallélisme, il est de représenter un animal sans contexte, sans contour, sans interaction avec d'autres animaux. Et l'on peut donc penser que, par analogie avec ce qui se passe en Australie, ces animaux, qui ne sont pas des animaux, mais des prototypes qui sont définis par une forme animale, c'est quelque chose d'un peu différent. Moi, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail ici, que ces animaux des grottes ornées, de certaines grottes ornées du paléolithique européen, peuvent représenter en fait des prototypes totémiques au sens australien. C'est une hypothèse, on ne pourra jamais la confirmer. De la même façon, la connaissance que nous avons des pictographies, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de fonctionner comme des aides-mémoires parce qu'ils permettent de ponctuer un énoncé par des images qui sont très bien étudiées maintenant dans bien des régions de la planète, nous permettent de voir que pas mal de figurations dans des grottes ornées sont en réalité des pictographies. C'est tout ce que l'on peut faire, à mon sens, sans entrer dans des spéculations oiseuses. Merci.